Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 10e épisode de la saison 2 du podcast Ma Ligue 2 avec Winamax. C'est la grande nouvelle qu'on va vous annoncer tout à l'heure. On est très heureux de voir que Winamax nous sponsorise pour cette deuxième saison. On en reparlera un peu plus en détail plus tard avec Thomas Bonavent, journaliste sur Winamax TV, qui viendra également nous présenter son magnifique ouvrage intitulé Le gros livre de la Ligue 2 qui sortira ce jeudi 22 octobre. Avant de parler lecture, nous accueillerons l'attaquant de Nancy, Michael Biron, qui découvre la Ligue de cette saison et qui a déjà inscrit 3 buts. L'occasion d'évoquer avec lui le début de saison de la SNL qui vient de s'imposer contre Dunkerque. Et pour m'accompagner, l'équipe habituelle, la Dream Team de ma Ligue 2 avec Laurent Mazur et Philippe Dechter. Salut messieurs. Hello, Dorian, bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bon, on n'a pas vraiment été gâtés ce week-end niveau spectacle, niveau but en Ligue 2. Souvent, après les trêves internationales, c'est toujours un peu le cas, Philippe. C'est ce qu'on se disait samedi pendant le multi. On se disait même, c'est à se demander si les coachs, 80% des coachs ne bossent pas à la défense pendant 10 jours, parce que franchement, à chaque fois qu'il y a une trêve, en fait, derrière, c'est priorité à la défense. Voilà. Sauf Clermont, qui nous a un peu régalé, mais sinon, c'était pas ouf. Et New York, pardon, excuse-moi. Mais c'est vrai que c'était pas ouf au niveau du jeu proposé. Juste rapidement, les résultats, on va rappeler donc Clermont 3-0 à Chambly, Valenciennes-Sochaux 0-0, Toulouse qui s'impose à 10 contre 11 à Ajaccio 1-0, Amiens-Grenoble 1-0, Niort qui s'est baladé contre Caen 3-0, 3 qui s'impose à l'arrache à Rodez 1-0, Le Havre Châteauroux partout, le leader Paris qui a eu du mal contre Pau mais victoire 1-0, Nancy 2-1 contre Dunkerque et Guingamp ce lundi soir en clôture 2-0 contre Auxerre. Alors messieurs, franchement, on va passer tout de suite à l'actu de la semaine parce que c'est le dossier qui agite le monde de la Ligue 2. Laurent, justement, tu étais au stade du Hainaut, c'était évidemment Valenciennes-Sochaux. Alors le match, on l'oublie carrément, il s'est rien passé, 0-0, quasiment pas d'occasion franche dans les 5 dernières minutes, mais c'est surtout après le coup de sifflet final où on a vu des images qu'on n'aime pas voir. Est-ce que tu peux nous récapituler un peu? Ouais, en fait, on a vu une échauffourée. Nous, depuis le bord terrain, depuis le terrain, on n'a pas trop vu en fait ce qui s'était passé, notamment l'image captée par nos confrères de Bein Sport où on voit une petite altercation entre Jérôme Prior, le gardien du VAFC, et Ousseynou Thioune, le milieu de Sochaux. Qui se rapprochent très fortement, point de coller leur tête l'une contre l'autre. Après, en salle de presse, on apprend dans les micros qu'il y aurait une morsure d'Ousseynou Thioune sur Jérôme Prior. Jérôme Prior présentait d'ailleurs une marque. Morsure confirmée par Olivier Guégan, le coach de Valenciennes, démenti entre guillemets par Joseph Lopi, le joueur de Sochaux qui est venu en conférence de presse et qui doutait de cette morsure même. Omar Daf, lui, parlait déjà de faits qui ont eu lieu pendant le match, c'est-à-dire on n'en vient pas à faire des gestes comme ça si auparavant il n'y a pas eu des choses. Il sous-entendait déjà donc apparemment des insultes, puisqu'on a appris courant le week-end et dimanche notamment via une interview d'Ousseynou Thioune chez nos confrères de l'Est républicain que Jérôme Prior aurait proféré des propos racistes à l'encontre de Thioune, notamment à 2 reprises en lui disant sale-toi, casse-toi plutôt, sale noire, dans l'ordre c'est mieux. Donc voilà, forcément derrière ça enchaîne une réaction valenciennoise, une réaction des coéquipiers de Jérôme Prior, une réaction du club qui annonce le soir même porter plainte pour des propos totalement démentis par Jérôme Prior et par le club. Des propos démentis, mais ça c'est le lendemain. Nous on a sollicité en fait le club du VAFC pour avoir Jérôme Prior et la version, demande qui n'a pu aboutir puisqu'on nous a simplement dit qu'une communication serait faite. Elle a été faite donc dimanche soir avec l'annonce d'une plainte déposée par le club et par Jérôme Prior pour diffamation et coups et blessures. Lundi matin, Jérôme Prior qui publie néanmoins quand même quelque chose sur ses réseaux sociaux démentant formellement les propos qu'on lui prête. Et ça continue toute la journée. Le soir même, Samuel Laurent chez France Bleu Belfort, Montbéliard et dans l'Est républicain qui annonce coup sur coup que le club de Sochaux portera plainte à son tour contre Valenciennes. Qu'il n'y a pas eu de morsure, que c'est faux et qu'il y a eu plusieurs joueurs sochaliens victimes de propos racistes. Il dit que, par exemple, Teddy Chevalier a passé le match à insulter ses joueurs, que Jérôme Prior, c'était pareil. Donc,
voilà, ça se mélange un peu tout. Et finalement, Jérôme Prieur donne quand même une interview comme quoi c'était possible chez nos confrères de SoFoot le soir même, dans lequel il promet d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire devant les tribunaux et voilà, entre guillemets, de faire payer Ousseynou Thioune des parce que sortir. Donc, on a deux camps qui s'affrontent, deux versions qui s'opposent. Avec cela, on a aussi Samuel Laurent, je n'oublie pas, le directeur général exécutif de Sochaux qui dit qu'Edis Diack, président de Valenciennes, aurait influé l'arbitre de la rencontre en l'appelant avant son rapport, etc. Donc, on est vraiment dans une affaire extrasportive qui est totalement folle, totalement incroyable pour un match. On le rappelle, sur le terrain, il y a eu 0-0, c'était vraiment terne. Et après, par contre, ce qui se passe, c'est totalement fou. Les joueurs sont convoqués devant la commission de discipline de la LFP mercredi. Est-ce qu'il y aura sûrement une instruction? Donc, je doute que les sanctions tombent dès ce mercredi ou alors des suspensions provisoires. Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est une affaire qui est loin d'être terminée, messieurs, et c'est consternant pour l'image de la Ligue 2, consternant pour l'image des deux clubs. Voilà. Parce que c'est quand même de part et d'autre des accusations très graves. Hein. Donc, une accusation de morsure. Alors là, il y a Beansport a fourni des images. Maintenant, c'est pas très zoomé, donc on voit pas la morsure. Donc maintenant, ce sera Après, la commission de discipline. Samuel Laurent a quand même avoué qu'il y avait eu un geste de la part d'Ousseynou Thioune qu'il prendra de toute façon au moins un match de suspension, si ce n'est pas plus. Alors Samuel Laurent, pour lui, c'est plus une griffure en se dégageant. Ouais, c'est une griffure. Ouais, mais il y a quand même l'acte. Voilà. Donc il y a l'acte, il y a quand même une griffure, on ne sait jamais. Donc, de toute façon, même si c'est un coup involontaire, il y aura quand même sanction. Maintenant, reste à savoir pour les propos racistes, c'est difficile de le savoir et je pense que ce sera même impossible de les vérifier. Ensuite, voilà, c'est les deux camps qui s'opposent. Après, il y aura toute la partie judiciaire amenée au pénal, puisque les deux clubs vont carrément aller devant les tribunaux. Et là, on est vraiment sur un domaine qui est autre que le domaine du foot. Donc, c'est vraiment pas simple en fait de se prononcer. C'est un dossier qui va encore durer de longues semaines parce que effectivement, même de longs mois, parce que le temps rien que le temps de l'instruction de la LFP va prendre du temps, comme un peu Philippe l'affaire Neymar-Alvaro en Ligue 1 où Neymar accusait Alvaro de racisme. C'était un peu des faits similaires, c'est des faits gravissimes qui sont reprochés et il faut vraiment pouvoir avoir toutes les images et toutes les pièces à disposition de la LFP pour pouvoir prononcer des sanctions ou pas, quoi. Bah, c'est ce qui est bien triste, c'est qu'en plus ça arrive un mois après ce qui s'est passé lors du triste PSG-OM, donc on se dit bon bah c'est cool, on n'avait pas eu ça en Ligue 2, bah finalement allez hop, on a un truc qui est pas mieux. Je fais quand même confiance aux caméras de Bein. Enfin, Bein, à mon avis, a plus d'images que ce qu'on a vu, hein, parce qu'on sait qu'ils sont quand même vraiment bons à la réalisation des matchs. Donc, je ne serais pas étonné qu'ils puissent fournir à la LFP des images. Si on est dans le même contexte d'insultes et de mots qui auraient été prononcés, bah, il y aura des experts en lecture labiale, puisqu'on a vu le mois dernier que c'était le nouveau mot à la mode, la lecture labiale. Donc là, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas ça non plus. Et puis voilà, après, c'est très triste, très dommageable pour le foot. Et je pense que ça va aussi être dommageable pour ces deux clubs. Sportivement, dans les semaines à venir, on voit que un mec comme Alvaro a eu du mal à se remettre de la situation, alors qu'il n'était pas forcément coupable. Enfin, en tout cas, pour le moment, rien ne le prouve. Donc voilà, il va falloir aussi que les joueurs gèrent ça. Les clubs là parlent beaucoup de tribunal et tout. Est-ce qu'on ira jusque-là? Franchement, je ne l'espère pas. Et en tout cas, Jérôme Prieur a porté plainte. C'est quand même des accusations graves. Ouais. Bien sûr. La plainte pour diffamation, encore faut-il qu'il y ait diffamation. Et donc, il faut encore que la plainte soit traitée comme telle, ne soit pas classée. Donc, c'est vrai qu'on n'en est pas là. Pour l'instant, il y a eu un dépôt de plainte et on verra au fur et à mesure. N'allons pas trop vite. Non, espérons que ça puisse se calmer. Ouais. De toute façon, pour l'instant, il faut déjà voir les sanctions sportives qui seront décidées par la commission de discipline dès mercredi, peut-être, ou pas d'ailleurs, le temps de l'instruction. On verra bien ce que décide la commission. Mais c'est clair que ce sont deux clubs qui vont être pénalisés. On imagine mal que les deux clubs s'en sortent sans rien après cette échauffourée et cette image déplorable du football qu'on n'aime pas voir qui a été montrée. Je pense qu'on a été assez complet sur ce sujet délicat. On va revenir un peu plus au terrain maintenant et notamment se pencher sur la belle victoire de Nancy contre Dunkerque 2-1 avec. Il n'a pas marqué sur ce match, mais l'un des acteurs de cette rencontre.
C'est un nouveau visage de la Ligue 2 qu'on a vite appris à connaître car il est déjà le meilleur buteur de Nancy avec 3 réalisations pour le moment. Bonjour Michael Biron, bienvenue dans le podcast Ma Ligue 2. Et puis déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Michael, déjà racontez-nous comment se déroulent vos premiers pas avec Nancy et puis vos premiers pas en Ligue 2. Bonjour tout le monde. Là, ça commence bien, ça commence bien. Après, il faut que je m'entraîne dur encore parce que 3 buts, c'est pas assez. Il faut que je m'entraîne dur devant les buts, tout ça, pour que je marque encore plus. Oh, vous venez du National 2, on rappelle, vous jouez à Épinal la saison dernière, mais on sent que vous êtes ambitieux pour cette première saison de Ligue 2. Vous avez vite trouvé vos marques à Nancy. Ouais, non, j'ai pas trouvé trop vite parce qu'après, c'est déjà que ça joue au foot, tu vois. Et quand tu joues au foot, alors ça va aller très vite. Mais au début, j'avais des difficultés. Mais après, là, ça va. Bon, vous avez vite trouvé vos marques avec vos coéquipiers. Vous avez été bien intégrés à Nancy. Oui, bah, c'est grâce aux matchs amicaux. Les matchs amicaux, nous a fait retrouver notre pas, tout ça, comment on joue et tout. Et puis après, c'était tranquille. Est-ce que tu t'attendais à un début de saison aussi bon de ta part sur le plan personnel avec déjà 3 buts inscrits? Non, même pas. Même Non, pas. du Moi, tout. je pensais que déjà, non, je pensais que j'allais débuter sur le banc. Et puis, j'ai prouvé au match amicaux. Et puis, je vois que je suis titulaire maintenant. Alors, pour moi, je suis content. Du coup, avec 3 buts déjà marqués, est-ce que tu te dis dans un coin de la tête, voilà, il faut que je franchisse plutôt la barre des 10, des 15? Est-ce qu'on vise déjà peut-être d'être meilleur buteur de Nancy? Ouais, pour moi, c'est mon objectif. C'est dépasser au moins 10 débuts. Ce serait déjà Avec énorme Nancy. ouais, pour une première saison. Ouais, Ça c'est serait ça. énorme. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je travaille dur pour arriver. Et le coach Jean-Louis Garcia, voilà, quelles sont ses consignes pour toi? Et on voit qu'il te fait confiance et qu'il t'a vite fait confiance. Ouais. Il m'a fait confiance parce que avec mes remplacements sur les défensifs, tout ça, alors après j'ai essayé d'écouter ses conseils, tu vois. Ouais. Mais franchement, ces conseils, c'est des bons conseils. Franchement, c'est des bons conseils. Mais surtout, j'ai pas oublié le carré magique à chaque fois qu'il me dit ça. Tous les matchs. Et tu jouais donc en N2 à Épinal la saison dernière. Est-ce que tu t'attendais à être recruté par un club de Ligue 2? Est-ce que voilà, tu sentais avec ta belle saison l'année dernière avec Épinal, est-ce que tu sentais que l'opportunité allait arriver de signer en Ligue 2? Non, franchement, non. En plus, quand je suis arrivé à Épinal, je n'avais pas d'agent. C'est Ouais. juste, j'allais jouer un match et puis après, tout le monde me disait que si tu fais une bonne saison, tout ça, tu vas aller percer. Mais après, je ne m'attendais pas. Après, je me suis dit, bon, comme avec le Covid, tout ça, je vais retourner faire une grosse saison à Épinal et puis après, j'allais venir. Mais ce n'était pas le cas. C'est pas le cas. Et pourtant, la Ligue 2, tu l'as approché, non? Si je ne me trompe pas, tu as fait un essai il y a 2 ans du côté de Ajaccio, c'est ça? Ouais, j'ai fait un essai, ouais. Pourquoi ça ne l'avait pas fait? Franchement, moi, je sais même pas pourquoi ça n'a pas marché. Franchement, je suis arrivé, j'ai fait les entraînements, j'ai fait tout ça. Et puis après, quand le dernier jour arrive, l'entraîneur il m'a dit qu'il allait me rappeler, tout ça. Il m'a même pas parlé, il m'a même pas dit si c'était bon, tout ça. Alors, il m'a rien dit. Il m'a juste dit, il va me rappeler, et puis il m'a pas rappelé. Mhm. Bon, finalement, Euh, finalement, c'est un beau rebond du côté de Nancy maintenant. On sait que Nancy, c'est un club ambitieux de Ligue 2. Est-ce que tu penses que vous pouvez remonter pour jouer voilà, on va dire le top 5 cette saison, selon toi? Ouais, franchement, on peut, hein. On peut, si on est toujours sérieux, si on se bat sur le terrain, comme on a fait les derniers matchs là, ouais, on pourra monter, hein. Mais après, il faut pas qu'on relâche. C'est ça notre point faible. On relâche trop vite. C'est Et, ça qu'il faut pas qu'on fasse. ouais. Et la victoire contre Dunkerque samedi, justement, ça doit vous permettre d'avoir un peu plus confiance, de pouvoir enchaîner un peu mieux. C'est ce qui vous manquait peut-être, cette victoire à domicile? Ouais, c'est ça qui nous manquait. Là, maintenant, là, on essaie de mettre le match de samedi pour aller gagner, hein, pour faire le même résultat.
prochain C'est sûr. match. Ouais. Mickaël, juste, tu es international également martiniquais, si je ne me trompe pas. Oui. J'imagine qu'en sélection, tu as aussi côtoyé des joueurs déjà très connus et rompus au jeu de la Ligue 2. Je pense à Kevin Fortuné notamment. Est-ce qu'il t'a donné des conseils à l'heure de venir justement dans le championnat de France? Ouais, il m'a donné des conseils là-bas. Il m'a dit, Mika, t'inquiète, on va sortir en Ligue 2. J'ai dit, j'espère aussi, on va sortir en Ligue 2. Il m'a dit, quand tu vas à Épinal, si tu fais une bonne saison, tu verras, tu vas jouer en Ligue 2. Et puis, c'est ça que j'ai fait, puis je me retrouve là. Et justement, c'est un objectif, j'imagine aussi, de performer au sein de Nancy pour conserver ta place, pour voilà, accroître tes statistiques, tes présences au sein de la sélection martiniquaise, non? Ouais, franchement, c'est ça. Hein. Ben, franchement, je ne savais pas, je l'arrivée jusque-là. D'accord. Ah ouais. Tu vis un peu un rêve du coup là en ce moment pour toi. Tu t'attendais pas forcément à signer professionnel aussi vite après ton année à Épinal du coup? Ouais, c'est ça, je m'attendais surtout pas parce que j'étais dans mon pays quand ils m'ont appelé. Ouais. Avec le confinement, j'étais rentré et puis c'est des appels que j'ai reçus. Sinon, moi, j'étais là-bas, j'ai dit, je m'amuse un peu, après, je retournais à Épinal. C'était même pas mon objectif d'aller à Nancy, un truc comme ça. C'est beau de voir que finalement il y a encore le monde amateur permet aux joueurs d'avoir leur chance en professionnel et comme toi Ouais, de la ouais, saisir. ouais, là, c'est très beau. C'est juste qu'il faut avoir confiance. Ouais. Il faut avoir juste la confiance. Est-ce que Philippe, Laurent, vous avez encore une petite question pour Michael? Michael, où est-ce que tu te vois dans 4-5 ans? Question piège ça. Ah, 4-5 ans. Moi, je ne vois pas, je m'envoie en Angleterre. Hein. Ah ouais, d'accord. C'est le Ouais. championnat que C'est tu un préfères. rêve? Ouais, c'est un rêve. C'est un rêve pour moi d'aller jouer là-bas en Angleterre. Peu importe l'équipe. Hein. Alors, on voit beaucoup de joueurs de Ligue 2 qui peuvent partir en Angleterre et qui réussissent ensuite. Hein. Il y a eu beaucoup d'exemples, donc on voit que c'est possible de le faire quand on croit en ses rêves, justement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Franchement, c'est ça. Si tu crois pas, tu vas pas y aller. Mais si tu crois, t'as une chance. Hein. Et dernière petite question, donc vous jouez à Grenoble ce week-end, c'est une belle équipe, surtout à domicile pour l'instant, Grenoble. Bah, tu t'attends à quel genre de match? Tu t'attends à un bon match, j'imagine, là-bas? Ouais, moi, j'attends un bon match. Hein. Après, je sais que chez eux, c'est pas facile à gagner. Mais nous, on va tout donner pour qu'on gagne ce match-là parce qu'on a besoin de remonter, de nous mettre sur les tableaux quand même. Ouais. C'est sûr que ça permettrait de remonter vers des places un peu plus agréables que voilà, là vous étiez un peu proche du maintien. J'imagine que Ouais, ça fait plaisir ouais, c'est de ça. remonter. Ouais, ça nous fait plaisir. Ça nous fait très plaisir. Si on gagne Grenoble, là, ça nous fait plaisir. Bon ben, on va suivre ça évidemment avec attention, Michael, et puis en espérant pour toi que si ça peut permettre d'augmenter un peu le compteur but ou de passes décisives. On te souhaite évidemment un bon match à Grenoble samedi. Merci beaucoup encore une fois, Michael, de ta participation, et puis à bientôt sur les terrains. Allez, sans transition aucune, on accueille désormais l'un des suiveurs les plus attentifs de la Ligue 2, hormis nous évidemment, l'homme qui porte Clermont et Pascal Gatien dans son cœur, Thomas Bonavent. Salut Thomas, je suis vraiment content de t'accueillir parmi nous parce que j'avais passé une excellente saison avec toi et Sofiane il y a 2 ans dans XXL2 sur Winamax TV. C'est vrai. Avec ton beau tablier de pizzaiolo à l'époque, voilà, on s'était bien marré. Donc voilà, ça fait super plaisir de te voir parmi nous aujourd'hui. Et tu es avec nous pour parler d'un ouvrage absolument magnifique pour nous. Le gros livre de la Ligue 2 à paraître ce jeudi 22 octobre. Tout simplement, raconte-nous comment t'es venu l'idée et qu'est-ce qu'on trouve dans ce beau livre. Alors, salut Dorian, salut Philippe, salut Laurent. Merci pour l'invitation. C'est très gentil. Alors, l'idée, franchement, je vais pas te le mentir. Tu as parlé de l'émission XXL2. Ça m'a mis un peu en température sur ce championnat. Je le suivais Ouais. de loin avec forcément Clermont, avec Bourg-en-Bresse que j'ai suivi à mes débuts dans le métier. Donc, ça m'a un peu mis en température. J'ai vraiment appris à l'aimer ce championnat à travers l'émission. Puis quand tu parles à des cracks comme Dorian, comme Bastien, comme Alexandre, comme Laurent et Philippe, etc., tu te mets forcément dedans.
Et puis, je suis né à Bourg-en-Bresse. J'ai grandi jusqu'à mes 17 ans à Clermont-Ferrand. Donc, mes premiers pas dans un vrai stade, entre guillemets, parce que mon pied est un stade particulier. Mes premiers pas dans le football, c'était grâce à la Ligue 2. Donc, j'ai voulu lui rendre l'appareil, essayer de lui rendre hommage à travers ce livre. Quand je commence le métier, je découvre Bourg-en-Bresse qui monte en Ligue 2 avec une super saison en plus des hommes de Della Maggiore. Donc, ça m'a vraiment mis au parfum de tout ça. Donc, voilà. Et puis, le livre est coécrit avec Maxime Miana. Maxime a une grosse appétence pour le football d'avant. On aime à se dire que le foot, c'était mieux avant. Donc, voilà, on s'est plongé à corps perdu dans cette Ligue 2, dans ces clubs qu'on a soit oubliés, soit qui végètent un peu à l'étage inférieur pour aller découvrir plein de belles histoires. Ouais, il y en a pas mal des clubs comme ça, comme Besançon notamment. Philippe, je crois que toi, tu as déjà eu l'occasion de lire en avant-première le livre. Voilà, qu'est-ce qu'on trouve dans ce gros livre de la Ligue 2 chez Hugo Sport d'ailleurs. J'ai pas cité l'éditeur. Ouais, j'ai eu la chance de le recevoir en avant-première, donc ça m'a pris quelques soirées, c'est cool. Comme ça, j'ai pu bien apprendre plein de choses. Du coup, voilà, j'ai bien pris le temps de tout lire, donc je voulais faire un petit topo pour nos lecteurs, pour leur donner aussi envie de l'acheter. Déjà, un livre écrit par Thomas Bonavent et Maxime Miana, donc qu'on connaît surtout via Winamax. Je me suis dit, c'est quand même des mecs qui sont assez drôles. En tout cas, voilà. Normalement. Non, mais c'est des gens qui font ni rire Marlène Schiappa, ni Roxana Maracineanu, donc je me dis, ils sont drôles. Tu vois, déjà, c'est la base. Donc, quand j'ai vu leur nom, je me suis dit, tiens, c'est cool, on va se marrer. Et en fait, on se marre pas tant dans ce livre, finalement. Il y a un ton qui est très sympa parce que c'est décalé, mais sans être trop. Donc, c'est ce qui rend le livre agréable et ça fait vraiment penser en fait à un livre d'histoire. L'histoire, en plus, c'est super important. Et donc, déjà, rien que pour ça, on peut les féliciter pour leur gros travail parce que c'est une espèce de Bible, on peut le dire comme ça. Il y a 271 pages où ils racontent quand même l'histoire de clubs mythiques. Ça va de Besançon à Saint-Étienne, ça passe par l'Olympique de Marseille, par Laval. Enfin voilà, c'est vraiment, il y a tout à l'intérieur. Il y a des 11 de rêve de Ligue 2, il y a des joueurs aussi mythiques. Moi, grâce à vous, j'ai appris que Raymond Kopa avec Angers et Michel Platini avec Nancy avaient joué en Ligue 2. Franchement, je ne le savais pas. Alors, c'était une autre époque, me répondront certains. Il n'empêche, nous, depuis qu'on travaille sur ma Ligue 2, on a vu N'Golo Kanté jouer en Ligue 2. Clément Langlais. On a vu Benjamin Mendy, on a vu Clément Langlais, on a vu Florian Thauvin. Olivier Giroud, ma Ligue 2 n'existait pas encore, mais il n'empêche. Voilà. Donc sur les 23 champions du monde, il faut quand même savoir de 2018, il y en a 10 qui ont évolué en Ligue 2. Donc la Ligue 2, c'est certes un championnat particulier, mais c'est pas rien non plus. Ce qui m'a amené à une réflexion très personnelle par rapport à la lecture de votre livre, c'est le sentiment que passer en Ligue 2, ça rend les gens un peu moins cons. Je le constate moi-même depuis que je travaille sur ma Ligue 2. Et en tout cas, c'est ce qui transpire dans les entretiens, je trouve, que vous avez pu avoir avec les différents joueurs. Franchement, il y a beaucoup d'humilité, il y a énormément de passion. On sent que vous parlez foot avec des gens qui sont passionnés, qui kiffent le football. Et franchement, ça fait beaucoup de bien d'entendre ça. Donc, je propose à monsieur Arsène Wenger, qui depuis quelques semaines nous sort les idées les plus stupides possibles. Donc, j'en ai trouvé une nouvelle pour lui. Je lui propose qu'on oblige en fait tous les footballeurs, tous les dirigeants, tous les supporters à vivre au moins une saison en Ligue 2 dans leur carrière. Et je pense que ça pourrait changer certaines choses dans le football actuel. Vous me direz, la Ligue 2, ça reste un monde très professionnel, qu'on est finalement juste au pied de la Ligue 1, mais je vous assure qu'il y a vraiment un écart qui est incroyable entre ces deux mondes. C'est vraiment fou la différence pour tout le monde, pour le quotidien des clubs, pour les suiveurs, pour les journalistes. Thomas, tu as bossé aussi à la Voix de l'Ain. Voilà, tu dois bien voir la différence aussi. Et tu parlais de Clément Langlais tout à l'heure, Dorian. Est-ce que Clément Langlais serait le même homme s'il n'était pas passé en Ligue 2 à Nancy, alors que lui, il évolue au Barça? Clément Langlais, ok, c'est pas le bon exemple, c'est un type extraordinaire. Il n'empêche, il y a plein de gars comme Chaval-Rhin, comme Pereira Lage, comme Famara Diédhiou, j'en passe, et des meilleurs, qui sont vraiment des super types et qui, je suis persuadé, ont appris plein de trucs en Ligue 2. L'exemple, moi, je vais prendre l'exemple de Pedretti et de Meriem. Il y a une interview croisée de Pedretti et Meriem sur les pages Sochaux, et quand ils me parlent de leur saison en Ligue 2, ils ont eu des carrières, des belles carrières, des grandes carrières après leur passage en Ligue 2. Mais que ce soit eux deux ou quasiment tous les intervenants, il y en a plus de 80, 85, je crois, dans le bouquin. Ils ont tous le sourire. Après, ils vont pas être tristes. On n'est pas allé chercher des mecs, mais il y aurait pu avoir quelques frustrés.
Tu vois, de Ligue 2, un Jean-Michel Lesage peut dire ouais, bah, j'ai joué toute ma vie quasiment en Ligue 2, ça m'embête un peu. Non, pas du tout. Pour eux, c'est des vraies aventures humaines, c'est quelque chose qui leur a emporté beaucoup de bonheur d'un point de vue humain et qui contraste totalement. Ça transpire, comme tu l'as dit, Philippe, des journalistes, des suiveurs, etc. Il y a une vraie proximité. Peut-être qu'elle se perd de plus en plus maintenant avec ce qui se passe autour de la Ligue 2, mais moi, j'ai apprécié énormément cette proximité qu'on a avec les acteurs. Des médias comme ma Ligue 2, etc. en font partie, enfin contribuent à tout ça. Et voilà, à chaque fois, ben, ils remercient la Ligue 2. Ils avaient le sourire. Pablo Correa, je suis resté 2 heures et demie au téléphone avec lui. 2 heures et demie. Il était ravi de parler de ses années de joueur et d'entraîneur. Stéphane Moulin, il était posé dans son jardin pendant plus d'1 heure et demie avec moi aussi, ravi de parler de ses premières années, de ce match à couteau tiré. Alors, j'ai plus l'adversaire, un 0-0 en dernière journée pour maintenir le SCO et qui a un peu le déclic dans l'histoire du SCO il y a quelques années. Donc, tous étaient unanimes pour dire que la Ligue 2 est une bénédiction dans une carrière, que ce soit au début de la carrière, au milieu de la carrière ou à la fin de la carrière, pour vivre de grandes aventures. Donc, c'était pas le but. Au début, je voulais vraiment des témoignages honnêtes. Si la Ligue 2 t'a fait chier dans ta carrière, tu peux le dire aussi. Ça en fait partie. Mais là, j'ai pas forcé le fait de dire que la Ligue 2, pour quasiment tous les intervenants, c'était extraordinaire. Et ça se sent vraiment. C'est ça qui est super. On n'a pas triché, quoi. Non, bah, c'est clair, c'est clair. Vas-y, Laurent. Moi, je voulais demander, tout à l'heure, tu parlais du foot d'avant, vous étiez un petit peu fan de ça. Est-ce que finalement, le foot d'avant, c'est pas la Ligue 2? Bah, oui, je suis d'accord avec ça parce qu'en gros, l'âge d'or de la Ligue 2, pour moi, hein, on correspond un peu avec la descente de l'OM en Ligue 2, 94, Ouais. jusqu'à, allez, le tout début des années 2010 et encore 2008, 2009. Pour moi, là, on est vraiment à l'âge d'or de la Ligue 2 et on est avec des clubs très identifiés Ligue 2, mais aussi des gros clubs, mais qui sont restés longtemps, où les joueurs, où la Ligue 2 n'était pas forcément un championnat tremplin, un championnat de passage comme elle l'est largement devenue aujourd'hui. Les joueurs s'installaient vraiment dans ce championnat et du coup, il y a beaucoup plus d'histoires à raconter dans cette période qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, pour moi, voilà, les clubs varient énormément. On n'arrive plus à s'identifier. Le championnat n'arrive plus à l'identifier. La Metz et Lorient sont montés cette saison. Bah là, c'est compliqué d'avoir des vrais repères dans ce championnat, par exemple, dans cette saison actuelle. Donc, pour moi, ouais, le foot d'avant, ça correspond vraiment à cette période-là. Après, bon, il remonte il y a très longtemps aussi avec des histoires incroyables, notamment Grisetti, etc. Le groupe A, le groupe B, le groupe Nord, le groupe Sud, avec des matchs interminables, la Super D2. Mais voilà, moi j'aime bien cette période-là. Il y a beaucoup de clubs où on prend cette période-là entre 93 et 2010 avec des vrais mecs estampillés Ligue 2, des mecs qui sont installés, qui ont marqué l'histoire de ce championnat, des clubs qui ont gagné des titres à ce moment-là. Donc voilà, c'est vraiment pour moi cette période-là qui était entre guillemets mieux avant, quoi. Mais c'est vrai que les jeunes les jeunes qui vont nous regarder, Parce que oui, on est des jeunes, hein, on n'a pas 60 ans, c'est des jeunes qui ont écrit ce livre, hein, c'est pas des anciens. On est déjà jeunes, mais par exemple, nous, on a connu Lille en D2, on a connu Nice en D2, on a connu Saint-Etienne en D2. Peut-être que pour vraiment les plus jeunes qui nous écoutent, qui nous regardent, pour eux, c'est des clubs estampillés Ligue 1. Mais pourtant, c'est des clubs qui ont eu un énorme passé en D2 aussi à l'époque. Voilà, moi, je me souviens, Lille, ils montent avec Vaida Ilodzic. Il y avait Saint-Etienne aussi en Ligue 2. C'est vrai que dans le livre aussi, on va pas parler que de entre guillemets des petits clubs. Il y a aussi des gros clubs qui sont Ouais, passés tout le par là. monde y passe. Moi, tout le monde connaît mon affection pour l'Olympique de Marseille. J'ai pris un kiff énorme à raconter les 2 saisons entre 94 et 96. Et que ça soit journaliste, joueur ou supporter, ils sont tous unanimes. C'est quasiment depuis la création de l'OM, hein, c'est quasiment les 2 plus belles années de l'histoire du club. Et je n'exagère absolument pas. C'est un retour aux sources total après une désillusion, Ouais. le plus gros drame de l'histoire du club. Et ben, c'est un retour aux sources, des minots, des joueurs qui ont l'amour du maillot. Marcel Dib, élu 2 fois d'affilée meilleur joueur de la saison, voilà, ça correspond totalement à ce qu'était le club à ce moment-là. Un vélodrome plein à craquer à chaque match. Voilà, c'est un retour aux sources incroyable pour cette ville et qui a galéré, hein. Ils n'ont pas survolé les 2 saisons, notamment la deuxième où ils montent. Le début de saison est catastrophique, mais avec des joueurs marqués, Jambé, Cascareno qui donne une interview que j'adore dans le livre, Mada Jambé, Marc Libra, Jérôme Alonso. C'est une équipe de guerriers et à l'OM, on aime ça. Donc, c'était 2 saisons incroyables.
Est-ce que justement cette Ligue 2, ça ne permet pas aux supporters de s'identifier un peu plus aux joueurs? Tu parlais notamment de la période entre 93 et 2010, mais notamment parce que la Ligue 2 permet moins l'individualisme, il y a davantage d'esprit guerrier, d'esprit de groupe. D'ailleurs, il faut un bon groupe pour pouvoir monter. Et j'ai l'impression que supporters comme joueurs prennent peut-être plus de plaisir à jouer une montée en Ligue 2, à jouer les premiers rôles, qu'à se maintenir en L1. Ben, c'est surtout au-delà d'une identification au joueur, c'est plus une identification pardon, à la ville. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? C'est que on est de plus en plus, le fossé va se creuser entre nos cadors de la Ligue 1 et ces clubs, bah, notamment il y a Pau cette année, il y a Dunkerque qui monte. On est vraiment dans cette identification à la ville, cette fierté de représenter ces villes, ces sous-préfectures, comme j'aime à les appeler dans le bouquin, et aller défendre vraiment plus une ville qu'un groupe ou qu'un joueur. On est fier de représenter la province et ce livre, c'est vraiment un hommage à toutes ces villes. Bah, moi, voilà, je viens de un petit bled à côté de Clermont, il y a eu Bourg-en-Bresse, il y a eu plein de trucs comme ça. Donc, voilà, on vous rend hommage, on vous oublie pas. Vous avez fait partie de l'histoire du football français, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Et ben voilà, aujourd'hui, il est temps de vous rendre hommage. Il n'y a jamais rien qui a été fait sur eux. Donc, Louan Cuiseau a été important pour le foot français. Guignon a été important pour le foot français. Laval l'a été. Châteauroux l'est énormément. C'est un monstre de Ligue 2. Donc voilà, il faut parler de tout ça. Et puis, au fur et à mesure du livre, on s'échappe un peu de la Ligue 2. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Philippe, mais on parle plus de foot et de ce qu'on aime véritablement dans le foot. C'est des aventures humaines, des vraies histoires, que ce soit pour Cannes, les histoires sur Cannes, moi je les ai adorées. Exceptionnel. On est vraiment dans ce que fait le fondement, enfin ce qui devrait être dans le fondement du foot, c'est l'attachement à un club, l'attachement au jeu tout simplement. Et voilà, on oublie au fur et à mesure des lignes qu'on parle de la Ligue 2, on parle de foot tout simplement. Je suis complètement d'accord. En plus, ce que je trouve très sympa dans le livre, c'est que finalement, tu peux le lire dans n'importe quel sens. Tu peux prendre un chapitre et puis revenir le lendemain sur une autre page. Donc ça, c'est hyper agréable aussi. Et c'est très intéressant ce que tu dis. Ça fait une parfaite transition finalement avec ma conclusion. Ce que j'allais dire, la dernière chose, moi, je trouve, qui sort de votre livre, c'est l'amour. Parce que je trouve qu'il y a une part de régionalisme qui est très très fort. Et il y a aussi beaucoup de choses qui nous rattachent à l'enfance. Alors, je suis un petit peu plus vieux que vous, donc j'ai peut-être un côté vieux con aussi. Mais moi, ce qui me donne envie quand je vois ce livre, j'ai envie de dire à des jeunes qui ont 14-15 ans, qui découvrent le foot, achetez ce bouquin, franchement, arrêtez d'être fan de Manchester City ou du Barça ou de je ne sais pas quel club que vous irez jamais voir, qui est à 10 000 km et que de toute façon, vous regardez comme ça la télé, et allez avec vos potes, avec votre famille, voir le club de Ligue 2 ou National 1, bref, de votre territoire. Allez au stade, allez vivre ces moments-là. Je vous jure, vous allez comprendre des choses, de tout cet amour, tout ce qu'on peut avoir en fait, qui nous rattache au foot. Moi, mon meilleur souvenir en tant que supporter, un truc qui restera gravé, alors en plus c'est marrant parce que Thomas, toi tu es de Clermont, moi c'est un Clermont-Lens en 2011, où j'étais allé en parkage avec les supporters lensois à Gabriel Montpied. On venait de descendre de Ligue 1 en Ligue 2, et là j'ai pris une grosse claque dans ma gueule, et je me suis dit, ah ouais, putain, là on est là. On a Kasraoui dans les buts, on a Paulé Matlouti en attaque, on a Sambas au milieu de terrain, et au bout de 10 minutes, on perdait 2-0. Et là, plutôt que d'être, tu sais, t'as même plus la tristesse, t'as plus le sentiment d'être triste ou d'être mécontent. Le parquage, il se met à délirer, tu te mets à simuler des faux buts, tu te mets à te marrer, et je me rappellerai toute ma vie de tous ces gens qui étaient là, du délire qu'on a eu, et en fait de tous ces sentiments très bizarres, mais en fait qui te font basculer dans l'autodérision, dans l'absence de détresse. Et pour moi, c'est vraiment la Ligue 2 qui m'a appris cela. Et franchement, là, ce week-end, on perd 4-0 contre Lille, le derby, donc la pire défaite qui pourrait exister pour un supporter lensois. Et on me dit alors comment ça va et tout, mais j'ai envie de te dire, et alors franchement, si tu savais tout ce que j'ai vécu avant en Ligue 2 avec Lens, il y a franchement, il y a coup pire, il y a tellement plus moche toutes ces années de Ligue 2. Donc voilà, pour conclure, le gros livre de la Ligue 2, c'est beaucoup d'histoires d'amour, beaucoup de passion. Franchement, merci Thomas et Maxime, parce que moi je me suis régalé et j'invite vraiment tout le monde, tous les amateurs de foot à acquérir ce beau bouquin. Oui, parce qu'on fait parler les supporters aussi. C'est ça, on ne fait pas parler que les acteurs, supporters, journalistes, etc. Donc, merci beaucoup, c'est une très belle conclusion, c'est très beau. J'ajouterai rien là-dessus, je pense que Philippe a eu les mots justes. Donc tu nous confirmes juste les infos, Thomas, donc apparaître ce jeudi? Ouais, le 22 octobre de partout. Puis après, si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous êtes justement dans un petit patelin, vous n'avez pas de Fnac, pas de tout ça, sur Internet, Amazon, tous les sites dédiés au bouquin, vous pourrez facilement le trouver.
Voilà, le gros livre de la Ligue 2, donc écrit par Thomas Bonavent et Maxime Miana aux éditions Hugo Sport. Et puisque tu es avec nous, on va en profiter pour annoncer une grande nouvelle aussi, Thomas. Je laisse aussi Philippe, le président de ma Ligue 2, annoncer ce partenariat, donc ce nouveau partenariat avec Winamax pour le podcast. Winamax, les meilleurs cotes. Ouais, on est super content parce que alors Winamax, ça fait déjà 3 ans qu'on bosse ensemble. C'était Dorian qui avait commencé avec les émissions télé avec Thomas justement. Et puis les paris sportifs, ça fait 3 ans qu'on fait des paris sportifs, nous dédiés Ligue 2. On s'est dit on regarde beaucoup de matchs, on suit beaucoup de choses, donc ça peut être intéressant aussi de proposer des paris pour nos fidèles lecteurs. Et on est super fiers cette année parce que Winamax a décidé d'être partenaire de notre podcast. Ils ont vraiment adhéré à cet esprit podcast, 45 minutes chaque semaine, où on parle que de Ligue 2 et où on parlera un petit peu à chaque fois des paris. Comme chaque semaine, on vous proposera 2-3 paris. Donc Winamax devient sponsor officiel du podcast Ma Ligue 2. Donc c'est vraiment une super bonne nouvelle. Et justement, donc dresse-nous un peu le bilan de la 7e journée au niveau des paris. Est-ce que tu as déjà des cotes peut-être pour ce week-end ou on fait un pasti dédié? Pour ce week-end, ils ne sont pas encore sortis. Je crois que Winamax est devenu partenaire aussi, parce que comme j'ai tout foiré ce week-end, ils se sont dit vas-y, c'est bon, on peut leur filer des ronds. De toute façon, ils sont pas bons sur les paris. Non, ce week-end, c'était un peu mitigé. J'avais bien senti la victoire du Paris FC contre Pau. 1-0, c'était la plus grosse mise du week-end, donc la confiance, elle est passée, même si on a quand même un peu serré les fesses à la fin. Par contre, on avait combiné les buts de Troyes et de Grenoble. Donc Troyes a marqué à la dernière minute sur penalty et Grenoble a marqué, mais le but était, il paraît, hors jeu d'après l'arbitre de touche. Donc le petit combiné n'est pas passé. Et puis on s'est bien planté sur Valenciennes-Sochaux. On avait vu les deux équipes marquent et puis on a eu le droit au bon vieux 0-0 des familles. Donc voilà, on va tâcher de faire mieux. On est toujours en positif depuis le début de saison, évidemment. Mais c'est vrai que ça fait 2-3 journées où ça stagne un peu. Donc là, il faut relancer la machine. Je crois qu'il y a des matchs comme Troyes-Valenciennes qui j'attends vraiment la sortie de cote de la victoire troyenne parce que là, j'ai envie de penser que c'est un bon coup. C'est pas évident de miser sur la Ligue 2 cette année. C'est très compliqué. Donc être positif sur le début de saison, bravo, c'est un exploit parce que c'est très compliqué cette année. J'allais dire Thomas, c'est compliqué tout le temps. Nous, on le voyait déjà même il y a 2-3 ans quand on faisait XX Ligue 2. Il y a des fois des cotes à 6. C'est impossible de dire lui c'est sûr il gagne ce week-end. C'est impossible. Et les buteurs, pareil. Cette année, c'est qu'avec les stades à huis clos aussi, ça rabat un peu l'écart des équipes qui reçoivent. Voilà, il y a plus ce soutien-là. C'est vrai que cette année, les buteurs, c'est très compliqué. Il y a aucun j'en ai pas passé. Il n'y a aucun buteur qui se dégage cette année pour l'instant. Et c'est vrai que mais je me souviens, quand on faisait des cotes il y a 2-3 ans, là, on voyait même un favori à domicile qui était à 1,50 face à une cote à 6. Une fois sur deux, la cote à 6, elle passe. Alors, il ne faut pas la prendre tout le temps. Enfin, de base, oui, c'est une cote à 6, mais il y a vraiment, même les gros favoris, on ne peut jamais avoir 100% confiance. Mais rappelle-toi ce qu'on disait, Dorian, en Ligue 2, toute cote supérieure à 6,50 à l'extérieur, il faut la prendre. Ah ouais, bien sûr. Bien sûr. Il faut la prendre. Ou le N2 quand il est au-dessus de 2,20 ou 2,30, il faut la prendre, c'est sûr. C'est incroyable. Voilà. Et du coup, donc le nouveau partenariat. Donc chaque semaine, on fera le récap évidemment de la journée passée avec Philippe. Quand les codes seront dispo, on fera aussi un petit focus sur les bons coups à tenter. Et puis sinon, si les codes sont pas encore sortis, nous on fera une petite pastille de 5-10 minutes dédiée spécialement au pari avec Winamax plus tard dans la semaine. Donc sur nos réseaux sociaux, le vendredi sur les réseaux sociaux que vous pourrez retrouver. Winamax, les meilleures cotes. Et puis messieurs, on va finir comme d'habitude, le petit quiz Ligue 2. Alors Thomas reste avec nous, on sera indulgent avec toi parce que nous déjà on n'est pas bons alors qu'on suit la Ligue 2. On sait que toi tu apprécies beaucoup la Ligue 2 mais que évidemment tu la suis un peu moins parce que tu as un vrai métier, pas comme nous. C'est compliqué, comme on en parlait en off, mais le nouveau calendrier malheureusement de la Ligue 2 fait beaucoup de mal je trouve au championnat cette saison. Le multi de 19h samedi, très compliqué parce que c'est en phase de matchs qui sont plutôt costauds en Europe et en France. Donc c'est compliqué. On aimait bien finalement ce petit multi du vendredi. Il y avait une vraie place. Chaque championnat avait sa place et c'était plutôt pas mal. Ce qui est même dommage, c'est qu'ils aient mis le match de Ligue 1 à 20h45 le vendredi.
Parce que sinon, c'était vraiment idéal déjà. Bah, quand on faisait XX League 2, qui n'avait pas la Ligue 1 le vendredi, c'était top. Hein. Ouais, c'était plutôt cool. Tu étais le vendredi à 20h avec le multi, avec 8 matchs, c'était top. Mais C'est ça. bon, on va voir si l'année prochaine, ou s'ils continuent, ou si la saison prochaine, ils reviendront sur ça. On verra ça. Donc, messieurs, petit quiz. On commencera avec Thomas, comme ça, il aura plus de chance. Tu vas voir, c'est faisable. Citez-moi les joueurs de l'effectif de Strasbourg qui a été champion de Ligue 2 en 2017. Il y a des joueurs qui sont assez simples, je pense, à trouver. Un joker chacun, comme la dernière fois. Vous avez le droit à une erreur chacun. On va commencer par Thomas, du coup. Il y avait Blaillac. Exactement. Jérémy Black, c'est le capitaine cette saison-là. En attaque. Bien joué. Vas-y, Philippe. Il y avait Abdallah Ndour. Exactement. Donc ça sort déjà des. Dimitri Liénard. Oui, évidemment, Dimitri Liénard. Emblématique, joueur de Strasbourg. Il y avait Gonçalves. Il y avait Anthony Gonçalves, effectivement, qui avait signé en provenance de Laval et qui monte directement en Ligue 1. Il y avait Oukidja dans les buts. Ouais, c'était Alexandre Oukidja dans les buts, exactement. Philippe Essad. Oui, il était là. Ah oui, il est dans le bouquin en plus. Le gardien remplaçant. il est dans le bouquin en plus, Felipe. Le gardien remplaçant, je l'aurais jamais trouvé, moi, perso. Et je te demande pas le gardien remplaçant. Il y avait Baptiste Guillaume. Ouais, il était prêté par Lille. Oui. Par Lille. Exactement, Baptiste Guillaume. C'est beau. Il y avait Kader Mangane. Oui, en défense centrale, évidemment, Kader Mangane. Il y a du niveau, hein. Il y a du niveau. Là. Il y avait Stéphane Baoken en attaque. Alors lui, je m'en souvenais. Ah, il me l'a piqué. Ah ouais, moi je m'en souvenais plus qu'il jouait à Strasbourg à cette époque-là. Je me souviens parce que j'ai fait le premier match à Bourg-en-Bresse. Je vais t'aider un peu, Thomas. Il y avait Vincent Noguera. Oui, il y avait Vincent Noguera, Ouais. c'est bon. J'ai même pas besoin de donner d'indices. Il y avait Vincent Noguera. C'est beau. Il y avait un attaquant qui était à Clermont et j'ai un énorme trou de mémoire. Je vais pas t'aider. T'as un joker, hein, donc tu peux tenter un nom. Hein, si... Putain, là j'ai un gros trou. Il va falloir une réponse, sinon ça va. Là, je sèche, là j'ai rien 5, du tout. Il y a chrono, monsieur l'arbitre. Maraval. À droite, l'arrière droit. Comment tu dis? Maréval ou Maraval? Maréval? Non. Rémi Maréval, non, il n'était pas ça. Ah merde. Allez, une erreur, le joker est épuisé pour. Je crois pas qu'on l'ait dit encore. Khaled Boutaïb. Effectivement, le meilleur buteur cette saison-là, 20 buts à Strasbourg. Ça allait être mon indice pour toi, Thomas. Est-ce que. Il vous manque. Il y avait Bonnefoy? Ouais, c'est Landry Bonnefoy, le gardien remplaçant. Et alors là, c'est magnifique parce que même moi, je m'en souvenais pas. C'est magnifique. Ah, je vais perdre en premier. Il y avait un milieu de terrain, un blond, la numéro 7, mais j'ai plus son nom. C'est bon, je l'ai. Mais je l'ai pas. Et je vais dire Ajorc, mais Ajorc, c'est pas ça, il est arrivé en Ligue 1 en fait. Il est arrivé après. Il était à Clermont là. J'ai perdu. Allez-y. Grimm. Ouais, Jérémy Grimm. Grimbergen. Merci beaucoup, mon cher. Ah là là. L'entraîneur, ça compte pas? Non, on l'avait fait l'autre fois. Il y avait Seka. Ouais, Ernest, ouais. Et là, il y a du niveau, hein. Franchement. Ouais. Encore de joker. Est-ce qu'on a donné le. Pardon, non, je n'ai rien dit. Vas-y, je te laisse. Philippe. Donnez des. Ah non, j'ai perdu, moi, j'ai perdu. Philippe a perdu, donc ça. Ouais, j'ai perdu. Est-ce qu'on a donné un latéral gauche? Oui, on a Abdallah Ndour. Ok, c'était pour être sûr qu'on l'ait donné. Quand vous aurez utilisé votre joker, je vous donnerai un peu les postes qui restent. Parce que c'est un joker. Ah, d'accord. Ouais, vous avez un joker. Ok, je l'ai dit. Ça commence à se raréfier quand même, non? C'est mieux en fait encore. Allez, je mets la pression. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, le joker pour Laurent. À toi, Thomas. Alors, c'était pas Maréval, c'était Marester. Éric Marester. Bien joué. Éric Marester. C'est pour ça que quand tu as dit Maréval, tu vois, t'étais pas loin. Ah oui. Éric Marester, effectivement. Éric en plus, bah oui. Et ouais. Oh là, franchement, je pense que Thomas. Après, non, mais j'ai pas, parce qu'on raconte le dernier titre dans le bouquin, donc j'ai pas trop de mérite. Je pense que je vais pas mettre la pression, mais je pense que j'en ai encore 3-4. Ah, ça va être dur pour Laurent. Alors Laurent, je vais t'aider. Attends, Laurent, je vais t'aider un peu. Il te reste un défenseur central, il te reste un attaquant, un milieu de terrain, un défenseur encore,
et un attaquant qui a peu joué cette saison-là. Bah oui, c'est pour ça le problème. Et puis là, t'en as dit qu'il en restait grosso modo 4-5. Si Ouais, il on reste- a ouais, déjà tout. 3-4, Ouais, moi, je suis Mais mort. après, je peux me Ouais, fourvoyer. Hein. Je peux me ouais. fourvoyer. Je Ouais, peux mais mélanger là, les saisons. moi, je passe. Là, je ne peux pas. Allez, bah tente un nom, de toute façon. J'ai aucun nom. Je peux Aucun même nom. pas. Non, Lionel Carroll. Non, Non. pas il est Lionel jamais Carroll. passé par. Si. Carroll, il il est est pas. passé, il a Si, joué à après, il est Strasbourg, parti ouais. en Turquie. Ouais, mais Il me donc semble qu'il était à déjà Strasbourg. Mais plus là. c'était pas cette saison-là, non. Il était. Ouais, Ou il était à 3, non? Ah non, il était à 3. à 3, mais est-ce qu'il est passé? Bon, je Ah, sais c'est pas. sûr qu'il a joué sur En 3. tout cas, il était pas dans l'effectif, donc c'est une victoire de Thomas. Est-ce que tu peux du coup nous en citer encore quelques-uns Il y avait Aoulou, non? Ouais. Et Jean-Eudes Daoulou, ouais. Il Et est arrivé au Mangan, mercato Mangan d'hiver, n'a non pas été cité, Ouais. Mangan. Ouais. Si, je l'ai dit, mais Si, on- Kader Mangan, Mangan, tu il l'as était dit. Et j'avais. on avait quand même l'équipe type. Hein. Ouais, l'équipe type, vous l'aviez, ouais, il restait Ouais. plus non, il est un défenseur. Quoique, ouais, je sais plus s'il était titulaire à cette époque-là. Dans le gros livre de la Ligue 2, on a l'équipe type. Ah oui. Il n'y avait pas un Dos Santos. Si, Laurent Dos Dos Santos. Santos. Laurent Dos Bah Santos, ouais. c'est vrai. Laurent Dos Santos, il y avait. Thomasson manque- n'était pas encore là. Non, Non. Il vous manque un bon défenseur central qui joue à 3 aujourd'hui. Salmier. Ouais, il y avait Ah Yoann oui, Salmier. mais oui. Après, un attaquant qui joue à Nice, qui était prêt à 3 aussi la saison dernière. Non, bah Oken, tu l'as dit. Non, Oken, un il- jeune, Oken, il a été dit, ouais. Bah. qui appartient à Nice. Et il a été prêté où? Et il était prêté à 3 l'année passée. Et Ah cette oui, année, ah bah oui. C'est quoi celui-là? Issan Sako. Oui, Issan Sako. Sako. Issan Sako, on C'est avait vrai. du Mayoro Endoy. Endoy. Ouais, là, ça Il commençait n'a à. pas beaucoup joué. Et on avait du Hicham Benkaïd en jeune Ah attaquant aussi à l'époque, oui, Ben Ah oui, Cailleux, oui, ça. c'est vrai. qui a peu joué cette saison. Bon, on est quand même mieux que Reims la fois passée. Franchement, c'était un très beau Ah beau ouais, match. c'est Et pas c'est mal. une, Bon, c'est Thomas. une victoire de Thomas. Tu Bah, devras merci beaucoup. revenir la semaine prochaine pour. Ah, il est fort. En tout cas, on te remercie encore une fois, Thomas. Donc, on Bah, rappelle merci à vous, que surtout. La Ligue 2 disponible ce jeudi 22 octobre. Et puis, notre partenariat avec Winamax qui sponsorise désormais le podcast. On est très heureux, très heureux. Merci beaucoup, Thomas. Merci à vous, les amis. Évidemment, vous allez sur maligue2.fr. La nouvelle version sur mobile et PC du site, très belle version avec plus de stats, voilà, le mercato, toutes les actus. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut. Salut. Ciao, messieurs.